Bonjour à tous et bienvenue dans Long Live, le podcast de la longévité. Aujourd'hui, on parle d'un sujet de société, on parle de travail et comment bien vieillir en entreprise. Un sujet pas simple parce que la discrimination est de tous les open space. À partir de 45 ans, la souffrance au travail se répand. Alors comment rester dans le coup? Comment se faire respecter? Que faire quand ça coince et quand vous sentez que le vent est en train de tourner? Alors une grande avocate féministe est avec nous aujourd'hui, c'est Élise Fabing. Elle s'est saisie des sujets de discrimination et notamment à l'égard des femmes au travail. Elle nous explique, elle vous explique comment survivre en entreprise après 45 ans. Bonne écoute! Salut Élise, alors merci beaucoup d'être ici. Merci à toi Lucille de m'avoir invitée. Et donc on est presque des jumelles, on a pratiquement le même âge, 2 enfants et des boulots de fou. Exactement. Alors toi, tu t'es spécialisée, donc tu es avocate, et tu t'es spécialisée dans l'avocate pour les salariés, et tu te décris comme avocate féministe. Exactement. Alors qu'est-ce que c'est qu'une avocate féministe pour les salariés? Alors, je défends tous les salariés, et ma cause numéro 1, c'est vraiment la défense des salariés, la lutte contre toutes les discriminations. Mais à force d'exercer, ça fait 15 ans bientôt, je me suis rendu compte que quand même les femmes, elles morflaient vachement plus. Alors, c'est sur elles que j'ai écrit mon dernier bouquin. Ça a fait un peu ouin-ouin du côté de mes clients hommes qui m'ont dit « Oui, mais nous aussi, on souffre. Pourquoi t'es pas écrit sur nous ?» Donc, peut-être un jour. Mais c'est vrai que les femmes sur le marché de l'emploi, c'est une catastrophe. Tu as la discrimination salariale chez les plus jeunes, chez les plus âgés aussi, la discrimination à la maternité, le harcèlement sexuel. J'ai jamais eu de cas d'un homme harcelé sexuellement. Et j'ai eu néanmoins, là, il n'y a pas longtemps, mon premier cas de discrimination à la paternité. Comme quoi, peut-être que l'égalité est en marche, enfin. Mais c'est une catastrophe pour tout le monde, tous les âges, tous les secteurs industriels ou d'activité? Alors, moi, j'ai un prisme un peu particulier, puisqu'on ne m'appelle pas pour me dire « Salut Élise, tout va bien ». On m'appelle pour me dire voilà, c'est très compliqué, donc je ne vois que le pire. Et par ailleurs, il y a un vrai problème de l'accès à l'avocat pour les femmes. Les femmes n'ont pas l'habitude d'investir pour elles-mêmes. Autant un homme, il va venir me voir parce qu'il a une mauvaise évaluation annuelle et qu'il ne le sent pas trop, qu'il s'est un peu fâché avec son boss. Donc on va avoir le temps d'anticiper, de préparer le dossier, de faire en sorte qu'il y ait suffisamment de preuves et qu'on puisse aller au contentieux derrière. Autant une femme, elle va venir me voir quand elle est au bout du rouleau, que le corps a lâché, qu'elle arrive limite plus à se lever et qu'elle est arrêtée, elle n'a plus accès à ses mails, etc. Donc on va avoir du mal à anticiper et à préparer le contentieux. Mais alors, par exemple, si on fait comme ça appel à un avocat, ça coûte combien en fait? Parce que c'est plutôt une question d'argent finalement. Tu te dis combien est-ce que ça va me coûter de préparer un dossier avec un avocat si dans peut-être 6 mois ou 1 an, je me fais virer? Alors ce que je peux te dire, c'est que c'est assez rentable. Les tarifs de l'avocat, ça dépend de chaque avocat. Moi, les miens sont très transparents et c'est une formule au forfait qui est fonction de ta rémunération et avec un honoraire de résultat sur ce que tu vas gagner. Tu additionnes les deux. Et il faut savoir que tu as souvent une protection juridique avec ton assurance habitation ou ta carte bleue qui prend en charge les frais. Ah ouais? Ouais, mais il faut bien l'avoir prise, parce que tu vois, là, il n'y a pas longtemps, j'ai engueulé mes parents qui ne l'ont pas prise. Et je leur ai dit, mais pourquoi vous n'avez pas de protection juridique? Ils m'ont dit, on a une fille avocate. Je dis, oui, bon, là, il y avait un problème de travaux, moi, je ne peux pas grand-chose pour eux, quoi. Et donc là, on va parler donc, de discrimination pour les femmes, mais aussi pour les personnes plus âgées, parce que c'est un peu le sujet qui nous intéresse dans ce podcast, la longévité, comment survivre au boulot après 50 ans. C'est d'ailleurs ta phrase que je reprends, parce qu'on s'est parlé juste avant. Les discriminations, donc, clairement, pour les femmes, sont légion. Et pour les personnes de plus de 50 ans aussi. Affreux. Et là, j'ai quand même l'impression, alors femmes aussi, mais hommes aussi. Hommes aussi, mais alors femmes, comme elles gagnent moins, parce que tu as les inégalités salariales, et qu'elles sont précarisées, qu'elles ont déjà vécu des discriminations à la maternité. Enfin, si tu suis tout le circuit de la femme maltraitée par le monde du travail, ta discrimination senior, elle est bien plus grave que celle de l'homme, tu vois. Parce que tu gagnes moins, parce que tu vas être moins bien indemnisé, parce que tu es moins bien préparé et parce que souvent, tu n'as pas pris un avocat assez tôt.
Voilà, donc Et alors, comment est-ce qu'on fait pour lutter contre ça? Est-ce que vers 40, 45 ans, on peut déjà aller voir un avocat? Est-ce que c'est ça la solution, de déjà en fait aller voir, consulter et expliquer un peu le souci ou ce qu'on ressent au travail, ou enfin voilà, comment est-ce qu'on se prépare à ça, quoi? Est-ce qu'il faut s'y préparer et combien de temps avant? Ouais, alors en fait, faut t'y préparer dès que tu sens qu'il y a un truc qui va pas. T'es un peu rétrogradé, ou ta nouvelle N+1, elle veut ton poste, ou on te demande de... Là, j'ai une cliente qui m'a appelée juste avant que j'arrive ici. On a demandé de transférer tous ses plus gros clients à une junior qui vient d'arriver, quoi. Donc, elle me dit, là, je fais quoi? Donc, en fait, dès que tu commences à avoir la boule au ventre, que ça fonctionne pas, tu vas voir un avocat. C'est le titre de ton dernier livre d'ailleurs. Ça commence avec la boule au ventre. Exactement, parce que c'est un truc qui ressort. J'arrivais pas à trouver de titre, c'était hyper dur. On a pensé au prix du silence des femmes, parce que ça, on va sans doute en parler, mais c'est comment ça se solutionne aussi. Hein. Et en général, c'est avec un chèque et du silence. Mais c'est un truc qui revient beaucoup. Donc en fait, c'est quand on est au boulot et qu'on sent qu'il y a un truc, qu'on se fait un peu rabaisser, rapetisser, placardiser. On utilise beaucoup aussi ces termes. Exactement. Et ou quand tu apprends que ton homologue masculin, ça m'arrive tous les jours, gagne 20% de plus que toi, ou a une prime alors que au niveau objectif, il était en dessous de toi. Là, oui, il faut appeler quelqu'un. Il faut appeler un avocat, une avocate. Et ça marche à chaque fois. En fait, c'est pas de l'argent perdu. Parce qu'en fait, c'est plus ça. Parfois, on se dit, c'est un peu de l'argent perdu. Qu'est-ce que ça va bien pouvoir faire? Non, je pense. Moi, il n'y a aucune de mes clientes ni aucun de mes clients, je pense, qui a eu à se plaindre de ça. Parce que c'est rentable. Parce que, en général, ce qui va se jouer, c'est le prix de ton départ. Et quand tu te fais virer, tu as besoin d'argent. Parce que l'argent, c'est aussi la liberté, et tu as besoin de ta sécurité financière pour pouvoir mieux rebondir. Surtout quand tu es senior, où ça va mettre plus de temps. Ouais. Mais alors justement, concrètement, donc, en gros, tu te prépares, tu vas voir ton avocat, et là, est-ce que tu quand même décides de rester dans la boîte, et dans ce cas-là, tu fais un courrier d'avocat pour menacer de représailles, mais tu veux quand même rester dans la boîte? Ou est-ce que tu te dis, voilà, je vais partir parce qu'on me demande de partir? Enfin, c'est aussi des choix qui sont difficiles, parce que parfois, tu as envie que ça se passe bien, t'as pas envie de te faire virer, parce que voilà, il y a quand même un confort, peut-être que c'est un métier qui te plaît aussi. Donc c'est aussi peut-être pour ça qu'il y a ce silence ou cette auto-silence. Bien sûr, évidemment, tout le monde a peur de se faire virer. D'ailleurs, les femmes qui me consultent pour la première fois, souvent elles reviennent 6 mois après. C'est le temps de réfléchir à ces questionnements métaphysiques de je reste ou je pars. Ouais. Et comment je fais? Puis il y a beaucoup aussi chez la femme ce syndrome de la bonne élève, où elle se dit ça va pas, mais en fait je vais donner encore plus, je vais travailler encore plus, et ça va aller. Et en fait elles vont s'épuiser, elles vont souvent finir en burn-out. Et après je pars, je reste. Évidemment, ce serait beaucoup plus juste que les victimes de discrimination puissent rester. Mais dans la pratique, dans 90% de mes dossiers, on a une négo de départ. Et c'est vrai que c'est la double peine. Même une femme qui est harcelée sexuellement, tu vois, dans 90%... Elle peut pas rester. Elle peut pas rester. Il y a un traumatisme, et puis tu as le contrat de confiance avec la boîte qui est rompu. Et donc, moi, mon rôle, c'est de négocier le prix de son silence. Parce que les entreprises... Le rôle, c'est de négocier le prix du silence. C'est ça. Je suis une marchande de silence. C'est dur, hein. Pour la cause, c'est dur. Mais quand je défends une cliente, je suis pas là pour défendre la cause des femmes. Mais il y a énormément... Tu vois, en ce moment, j'ai une entreprise... Enfin, en ce moment, j'ai un nouveau dossier contre elle, mais ça fait longtemps que j'ai cette entreprise contre moi. C'est le 4e harcèlement sexuel du même mec, qui a un poste assez haut placé. Alors, on a des super gros chèques, mais le mec, il est toujours en train de se pavaner sur LinkedIn, sur management bienveillant et l'égalité femmes-hommes. Ça me donne envie de vomir quasi tous les matins. Ça m'énerve trop. C'est hyper énervant. Je vois tout à fait le profil. C'est énervant. Et je le vois sur mon fil LinkedIn. Tu vois, je me lève le matin et je vois ce mec. Et ça me rend dingue. Alors, mes clientes ont eu des super chèques. Mais en fait, l'argent n'est pas tout. Bien sûr. Et ça fait peur aussi de changer. Après, bien sûr, peut-être qu'on a un peu d'argent pour partir, mais finalement, derrière, il y a une grosse interrogation, une inconnue. Évidemment. Puis, il faut se réinventer. Et tu dois aussi repenser ton rapport au travail, en général, quand ça t'arrive, quand tu as été cramé.
tu vois, parce que tu n'as plus confiance, tu perds confiance en toi. Et c'est un gros travail. Il faut pas rester seul. D'ailleurs, s'il y a un message vraiment à faire passer, c'est quand vous êtes en situation de souffrance au travail, faites-vous aider. Allez voir un médecin, psy, coach, avocat. Vous avez besoin d'une petite équipe autour de vous et parlez-en. Parce qu'il y a un tabou social aussi autour de la souffrance au travail. Surtout chez nous les femmes, on doit être des Wonder Woman, des super mamans. On doit faire son sport, on doit machin, on doit ci. Et on doit être une super professionnelle. Et on a ce culte du perfectionnisme. Et donc, quand ça va pas, on a beaucoup de mal à le dire. Et j'ai des femmes qui n'osent pas en parler à leurs amis, même à leurs conjoints. Tu te rends compte ? Ouais. Et qui sont... j'en avais une Parce fois qu'il y a aussi qui était... la peur de se faire griller aussi, mais parfois. Bien sûr. La peur de te faire griller du métier, par exemple. Enfin, moi, j'ai des exemples assez énormes dans l'industrie du journalisme, parce que c'est de là où je viens, notamment dans la télé, l'info, avec vraiment des comportements managériaux terribles, qui se passent très mal, oui. Et quand même qui sont laissés faire. Oui. Et finalement, si tu te plains, si tu fais un procès ou quoi... Après, de toute façon, il y a quoi ? Il y a 5 chaînes télé, il y a 5 équipes d'infos, quoi. Donc, tu te fais griller parce que c'est le jeu des chaises musicales. Chaque année, il y a un mercato, les gens changent, se connaissent. Donc, voilà, si tu te plains, tu sais très bien que derrière, il n'y aura aucune autre édition qui va te prendre, en fait. Donc, il y a aussi ce vrai problème. Dans chaque industrie, il y a un peu un petit milieu, c'est un petit monde. Ouais, alors je suis d'accord. Et c'est la crainte numéro 1 de mes clientes, ou de mes clients d'ailleurs. Hein, de se faire griller. De se faire griller, le risque réputationnel, etc. Okay. Mais franchement, moi j'adore mon métier parce que je suis la spectatrice numéro 1 de la capacité de rebond et de résilience de mes clientes et de mes clients. Et tu les vois se réinventer avec une force de l'espace. J'avais une cliente qui était sur une grosse chaîne de télé, par exemple. Et elle a créé son média qui cartonne. Je suis tellement fière. Et je t'assure, quand elle est venue signer la transaction, je l'ai à peine reconnue physiquement. C'est une grande blonde avec un M et un B qu'on aime beaucoup. Je dirais rien. Bon, très bien. Mais... D'ailleurs, on voudrait l'inviter bientôt ici sur le podcast. Mais en tout cas, voilà, tu vois, tu peux te réinventer, tu peux faire plein de choses. Après, j'ai des reconversions aussi. Tu vois, là, j'ai un client qui était DAF, qui est devenu céramiste, qui cartonne. Bon, alors, il a fait des missions, il était DAF par alternance, sur des missions ponctuellement, le temps que son activité céramiste décolle. Mais j'ai des tas de... Je dis toujours qu'il n'y a que des happy end chez moi, et c'est vrai. Mais là, tu nous parles de profil où après tu deviens un entrepreneur ou réinvention de toi-même, nouvelle vie finalement, mais ça fait quand même aussi peur, même si on a envie. Parfois, évidemment. On se dit, tiens, voilà, je vais me transformer, je vais devenir pâtissière, ou voilà, je vais habiter ailleurs. Mais tout le monde n'est pas capable de ça, en fait. Moi, je ne saurais pas quoi faire d'autre, hein. À part avocate. Moi non plus, par exemple. Je ne saurais pas quoi faire d'autre. Moi non plus. Et donc, je suis à chaque fois épatée par leurs idées. Et du coup, je suis vraiment... À chaque fois, je me dis, waouh. Mais j'en ai aussi qui redeviennent salariés dans la même branche et simplement qui vont repenser leur rapport au travail. Vraiment, mais qui vont travailler dessus, qui vont moins se faire bouffer, qui vont plus poser leurs limites. Alors, vas-y, parle-nous de ça, là, de repenser. Parce que je pense que finalement, c'est un peu le cœur du sujet. C'est-à-dire repenser... Sa façon de voir le travail, peut-être prendre plus de recul. Exactement, prendre plus de recul, avoir une vie, un équilibre vie pro, vie perso plus équilibré. Parce que, moi je suis avocate au barreau de Paris, donc j'ai majoritairement des cadres, et plutôt des hauts cadres avec des profils de l'espace. Et tu vois, je suis toujours hallucinée que ces personnes-là, et particulièrement les femmes, tu vois, j'en ai une qui est polytechnicienne énarque, et elle me dit, je suis nulle, je suis une merde. Enfin, tu dis, mais attends. Comment est-ce qu'on arrive à casser, comment est-ce que le travail arrive à casser la confiance à ce point d'une femme ? Et en fait, tu vois les mécanismes qui se mettent en place. Et donc après, dans sa nouvelle aventure professionnelle, elle a pris quand même un gros break parce qu'elle en avait besoin, il fallait qu'elle se soigne, parce qu'elle était en burn-out. Mais ensuite, c'est faire du sport, c'est avoir une vie beaucoup plus équilibrée, c'est ne pas passer ton week-end à taffer, poser tes limites. On te demande un truc à 19h pour le lendemain, tu dis non, c'est non. Et le forfait jour, ça ne veut pas dire être esclave.
tu vois. Et connaître tes limites, savoir à quel moment tu as besoin de prendre un peu de recul. Et ça ne veut pas dire que tu es moins engagé dans ce que tu fais, ça veut dire que tu es plus raisonnable. Mais ça, j'ai l'impression que les plus jeunes y arrivent plus. Ah oui, clairement. Il y a une meilleure éducation à ça. Peut-être que leurs parents, nous, mais un peu plus grands, leurs parents un peu plus âgés, les ont peut-être un peu plus éduqués à ça, ou peut-être que sur leur lecture, les réseaux sociaux, l'information. Mais nous, par exemple, les cinquantenaires, quarantenaires, on a encore du mal, les millennials. Ah ouais, nous, on a bossé comme des chiens. Oui. Mais en même temps... On a tort ? Mais je pense qu'il faut rester engagé. Et tu vois, moi, quand j'ai des jeunes qui me disent « Moi, je veux faire un boulot alimentaire parce que je veux plein de temps pour faire autre chose. » Je l'entends énormément, ça. Et moi, ça me déprime parce que tu passes quand même vachement de temps au boulot. Et le métier passion, c'est quand même génial. Enfin, moi, j'adore ce que je fais. C'est fatigant. C'est fatigant, mais c'est en même temps hyper riche, intense. Tu apprends plein de trucs et tu te challenges. Et c'est ce qui te définit. Enfin, tu vois, le travail, c'est une partie de toi-même. Donc, te couper de toute une partie de toi-même dans ta vie privée, j'ai beaucoup de mal à comprendre ce discours-là. Par contre, tu peux le faire, tu peux être très engagé en te disant, bah là, ça suffit, maintenant, j'ai besoin d'un break, j'ai besoin de couper. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur mon rapport au travail, parce que j'ai beaucoup travaillé. Maintenant, ça m'arrive de couper un peu, tu vois. Pas beaucoup, j'ai encore un peu de mal en vacances, etc. Mais j'essaye. Et tu vois, j'ai mes enfants, par exemple, qui me forcent aussi un petit peu à ça. Et donc, en fait, finalement, tu as presque un message de coach. Enfin, là, tu es avocate, mais tu me dis qu'il faut passer plus de temps en famille, faire plus attention à ce que tu manges, à ton sport, à ton temps pour toi. Ouais. Parce que moi, quand je le dis, je me fais tracher dans tous les côtés. On n'a pas le temps, injonction, mais il faut la prendre le coach, temps. Elle n'a pas notre vie. Et à chaque fois, je dis, voilà, 30 minutes, 1 heure de sport par jour, c'est un minimum syndical pour être mais c'est bien. beaucoup quand même, Lucille. Hein. Bon, alors, d'accord. Mais je pense, malgré tout, je pense que c'est quand même par là que ça passe, même si c'est beaucoup. Et finalement, toi, tu as presque le même message, même si... Bien sûr, mais alors, moi à un moment, je disais que j'étais coach juridique, mais le Conseil de l'Ordre n'a pas trop kiffé, donc je ne dis plus. mais bien sûr, parce que quand tu fais mon métier, tu as un boulot d'accompagnement aussi. Tu accompagnes une personne dans une période ultra douloureuse. Donc, tu vas la voir très souvent au téléphone, tu vas voir son évolution. Et moi, c'est vrai que je leur dis souvent de se mettre au sport. Et d'ailleurs, je les revois pour signer la transaction et ils sont ultra gaulés, quoi. Ah ouais. Ouais, ils sont vraiment bien mis au sport. C'est le revenge body. Mais ça va carrément mieux. Et ça, c'est génial. Et tu vois, j'en ai une qui est devenue prof de yoga tellement. Voilà. Ouais, alors là, tu nous donnes un parfait exemple parce que parfois, voilà, on a eu beaucoup ça, ces reconversions, prof de yoga, coach, qui parfois sont pas forcément des voies faciles. Ah bah non, c'est ultra tu dur. Gagnes beaucoup moins d'argent. Elle n'a pas fait longtemps prof de yoga. Hein. Ah voilà. Alors vas-y, donc raconte-nous la fin de l'histoire. Parce que ils se marièrent, eurent beaucoup d'enfants et la suite. Donc là, elle se reconvertit en prof de yoga et la suite. Et ensuite, elle retrouve un boulot dans son secteur parce que tu as envie de payer tes factures et de garder ton niveau de vie. Okay. Et que l'argent qu'on a gagné, elle s'est dit que ça n'allait pas suffire à maintenir son train de vie pendant X années de prof de yoga, quoi, tu vois. Mais elle a fait la formation, en tout cas, pour l'être. Elle m'a donné un cours, tout ça, c'était cool. Ok, ça lui donne une autre corde à son arc aussi, du coup, de confiance en soi, peut-être. Ah ben, carrément, et même, c'est physique, tu les reconnais à peine, tellement ils vont mieux quand ils signent, quand ils sont libérés, délivrés. C'est incroyable. Mais tu vois, ce qui est important, c'est de savoir détecter vraiment quand ça ne va pas, quand il faut que tu repenses les choses et quand il faut que tu te protèges. Et alors, comment est-ce qu'on détecte ça, justement ? Parce que est-ce qu'on peut aussi être bien dans son travail ? Je veux dire, ça existe quand même. Bien sûr, heureusement, une petite hésitation. Mais oui. Non, mais alors, oui. Alors après, en général, moi, je les vois pas trop. C'est pas la majorité des cas, les problèmes, si. Alors, là, tu vois, il y a un baromètre du Défenseur des droits, le 17e baromètre du Défenseur des droits qui est sorti en janvier, qui te dit que quand même, il y a un senior sur 2 qui est maltraité au travail. Un senior sur 2 qui est maltraité au travail. Ouais. Senior, c'est après 45 ans. Ouais. C'est trash. Un senior sur 2 est maltraité au travail. C'est ça. Toute la France comprise, toute industrie. Et déjà, tu as 33% des Français qui se disent victimes de harcèlement moral. Donc,
ça fait 8 millions de personnes quand même. T'imagines les dommages sur la santé physique et mentale. C'est monstrueux. C'est quoi? C'est de la soumission? C'est laisser faire tout doucement? C'est de l'emprise. C'est de l'emprise. C'est de la peur aussi. C'est de la peur. C'est un contexte économique. L'Afrique. Ouais, et puis c'est ce truc où on nous apprend, nous, les millennials par excellence, à être de bons petits soldats, à performer. C'est ce culte de la performance. Et la peur de dehors. Et puis, tu es sous emprise. Emprise économique, bien sûr, parce qu'il y a un lien de subordination qui est évident dans le contrat de travail. Mais aussi emprise tout court, psychologique. Où, tu vois, moi, je vois souvent des boss tyranniques qui ont droit de vie ou de mort sur leurs salariés et qui vont un jour les porter au nu et je vais te faire monter, grâce à moi, je suis ton mentor, tu vas avoir une carrière de ouf. Puis ensuite, harcèlement sexuel, classique, ou harcèlement moral, mais t'es qu'une merde, ta présentation était dégueulasse, comment je fais avec une nouille comme toi, ce type de choses. Et là, le sujet, c'est comment je prépare mon dossier, comment je m'extirpe de ça, parce que tu as deux solutions, soit tu vas réussir à provoquer une enquête interne dans ta boîte et peut-être à faire virer le gros con, ou te barrer avec le plus d'argent possible pour pouvoir... parce qu'il y a des stratégies de maintien de rémunération aussi dans mon travail, mais pour pouvoir réfléchir et avoir le temps de retrouver un boulot sans stress. Juste après, ma prochaine question, on va tourner le prisme, parce que j'entends déjà les gens qui écoutent le podcast en disant oui, mais c'est toujours à la faute des entreprises qui doivent payer. Donc, juste après, on va tourner le Après, moi, mon travail, c'est vrai que c'est faire payer les entreprises. Et moi, mon travail, c'est d'être entrepreneur. Donc, du coup, on va changer, mais parce que la discussion va être hyper intéressante. C'est toi qui as créé le compte Instagram Balance ta Startup? Eh mais non. C'est pas toi? Mais non, c'est pas moi. J'ai vu cette info aussi. Mais non, mais tout le monde pense que c'est moi, mais non. Moi, j'ai fait les lives en droit du travail. Si tu veux, les créatrices de ce compte-là et de Balance ton Agency m'ont contactée et m'ont demandé de faire des lives de droit du travail, d'accès au droit. Parce que la majorité des gens ne savent pas comment constituer un dossier. Parce que c'était toi la seule tête qu'on a vue sur ce compte. Et du coup, je me suis retrouvée, mais moi, quand je suis arrivée sur ces comptes, c'était le tout début, il n'y avait personne. Et donc, je me suis retrouvée surexposée d'un coup, avec des montagnes de journalistes qui m'appelaient. Je n'étais pas du tout préparée à ça. Mais ça n'est pas moi, je suis nulle en Instagram. Est-ce que c'est plus des petites boîtes qui se permettent justement ce management toxique, ce harcèlement, cette discrimination, ou pas? Parce que finalement, les petites boîtes, elles emploient peut-être moins de seniors. Est-ce qu'il y a une différence, grosse boîte, petite boîte? Pas forcément, en fait. La grosse différence, c'est comment va être géré le sale con au sein d'une structure, d'une entreprise. Donc, dans une petite boîte, ça peut être beaucoup plus compliqué parce que souvent, le sale con, c'est le patron. Celui qui discrimine, etc. Parce que tu as moins de strates hiérarchiques. Alors que dans une grosse boîte, là où tu vas avoir l'engagement de l'entreprise sur vraiment la lutte contre la discrimination et les risques psychosociaux, etc., c'est sur comment ils vont gérer en cas de problème, en cas de caillou dans la chaussure. Parce qu'il y a des boîtes géniales, mais il suffit d'un gros con pour qu'il y ait une victime. Et il y a des entreprises qui se comportent hyper bien, qui vont réaliser des enquêtes internes, qui vont mettre les moyens et avoir une politique tolérance zéro sur le sexisme, sur les discriminations seniors. Et t'en as d'autres qui vont préférer le mâle blanc dominant qui rapporte beaucoup d'argent, qui assure et rassure, versus la salariée qui se plaint de harcèlement sexuel. Et donc, là, ils vont la faire partir. Donc là, tu me parles de sale con, gros con, mâle blanc. C'est un peu caricatural ou est-ce que c'est vraiment le cas? Il n'y a pas de sale conne, grosse conne. Moi, sur le compte Balance ta Startup, j'avais quand même vu des entreprises gérées par des femmes, notamment. Bien sûr. Là, je dis sale con parce que je suis féministe, mais il y a malheureusement beaucoup de sale connes. Et beaucoup de femmes qui ont intégré les codes du patriarcat et qui sont encore pires que certains hommes, particulièrement sur le sexisme et les discriminations, notamment à la maternité. Ça, c'est un truc que j'ai pu observer dans mes dossiers. Il y a peu de sororité en entreprise et de douceur sur ces sujets-là. Et c'est vrai que... C'est pas parce qu'on entre dans une boîte gérée par des femmes qu'il faut se reposer sur ses lauriers. Il faut quand même rester
ses gardes et informé sur ce qui se passe. De toute façon, l'idée, c'est quand même d'être optimiste, d'aller dans une entreprise en étant content et de se dire qu'au global, il y a plein d'entreprises qui essayent de bien faire. Donc, voilà, il faut partir du principe de ça va bien se passer. Mais par contre, dès qu'il y a des petits signaux d'alerte, là, tu commences à constituer ton dossier parce qu'il ne faut pas que tu te retrouves mis à pied avec rien dans ton dossier, à faire une alerte orale et du coup te faire virer, enfin convoquer un entretien préalable à un éventuel licenciement, parce que ça, c'est le grand classique. Beaucoup d'oralité, t'enregistres pas, etc. Donc, savoir quels sont les modes de preuve recevables, savoir les utiliser quand il faut, aller voir un avocat quand tu as un peu constitué ton dossier et que tu sens que tu n'es pas à l'aise, pour avancer sereinement et soit te protéger, soit bien préparer ton départ. Voilà, ça, c'est la base. Mais moi, je suis toujours contente quand mes clients, après, me disent « Je suis dans une nouvelle boîte, ça se passe super bien, je suis tellement contente, je viens de terminer ma période d'essai avec les félicitations, etc. Génial. Et puis, j'ai du télétravail pour mes enfants, pour machin, pour mon bébé. » Je suis trop contente. Ok, donc c'est possible. C'est possible. Et toi, Élise, tu es entrepreneur. Oui. Donc, tu es bien sûr avocate, tu es autrice. Et tu es entrepreneur. Et donc là, tu viens de m'expliquer que tu as 12 salariés. Ouais. Donc moi, c'est cette montagne que je n'ai pas réussi à passer, cette barrière que j'ai trouvée trop haute, trop lourde, trop difficile. Donc voilà, moi aussi, j'ai eu jusqu'à 12 salariés et maintenant, je n'en ai plus. Et donc, toi, du coup, tu connais ça, tu as les deux versions. Donc, tu défends les salariés, mais tu es toi-même employeur. Oui. Alors, comment est-ce qu'on fait, finalement, quand on est employeur, pour bien faire ? Parce que je ne veux pas faire mon mea culpa ni rien. Hein. J'ai eu plein de défauts, il y a plein de choses que j'ai mal gérées. Mais je trouve que c'est hyper difficile quand tu es une jeune boîte, petite boîte, que tu veux bien faire. Moi, j'ai vraiment voulu bien faire. En plus, en tant qu'employeur, j'attirais beaucoup de femmes. Bah oui. Parce que forcément, c'est des femmes qui me connaissaient, qui avaient envie de travailler avec moi. Et j'ai été aussi conseillée par des hommes. Développe, embauche, continue, vas-y, plus d'EBITDA. 20% de croissance, t'es comme une entreprise télécom. J'ai vraiment eu T'es une start-up, vas-y, voilà, fonce. C'est ça. Et donc, j'avais envie de bien faire, d'employer bien, d'avoir une politique, notamment autour de la maternité, très confortable, puisque moi, j'étais maman. Donc voilà, j'avais envie d'offrir tout ça, mais c'est horriblement coûteux. Le staff demande, et ils ont raison, comme les grosses boîtes proposent des berceaux, des crèches, tout ce qu'on peut imaginer. Et nous, derrière, les petites boîtes, on crache et c'est hyper dur. Et donc, comment on fait pour bien faire quand on est une petite boîte et qu'on a envie et que ça devient presque too much, quoi ? Bah ouais. Alors, je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse à ça. Je pense que je suis loin d'être l'entrepreneuse parfaite. Et d'ailleurs, j'aime pas dire que je suis entrepreneuse. Je suis avocate. C'est le métier de mes rêves et j'aime ce boulot. Et l'entrepreneuriat, je pense que c'est comme toi, on tombe dedans par hasard. Enfin, par hasard. T'es amené à l'être par la force des choses. Voilà, mais tu mets un doigt dans l'engrenage, une personne, deux personnes. C'est ça. Et bam, tu te retrouves là avec une équipe qui dit « Ah, on fait un team building ». Waouh. Mon Dieu. Mon Dieu, on en est là. Mais c'est c'est un peu c'est compliqué. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ce rôle-là. J'ai du mal aussi avec les chiffres, comment on fait, à réfléchir croissance et rentabilité, parce que c'est vrai que tout à fait. Mon rêve secret, c'était d'être fonctionnaire. Voilà, dommage, c'est un peu raté. Mais bon, quand tu es avocate, tu es libérale. Et puis, avant, j'étais dans un autre cabinet. Je l'ai quitté pour être libre et faire vraiment que ce que je voulais. Je pense que le secret, c'est d'être bien accompagnée. Alors, moi, j'ai eu une coach qui m'a beaucoup aidée. Et puis, coach d'entreprise. Ouais, une coach en management, etc. Ça m'a beaucoup aidée après quelques ratés. Et puis, d'avoir un super expert comptable, ça change la vie, qui est là avec un vrai partenaire, une bonne banque. Et puis, de faire les choses à mesure de tes moyens. Donc, peut-être moins grossir pour
assurer une meilleure qualité de vie, une meilleure rémunération à ceux qui sont déjà en place. Aller moins vite. Aller moins vite, je pense que être lent dans la vie, c'est cool aussi quand même. Surtout dans l'entrepreneuriat. Moi, je n'ai pas la force de grossir. Je veux garder une qualité de service et une qualité de vie au travail pour les personnes qui bossent avec moi, qui ne sont pas des salariés. Quand tu es avocat, tu n'es pas salarié. Tu es avocat collaborateur libéral, donc c'est un petit peu différent. Je pense que c'est ça. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui m'a bien convenu. Et puis, c'est d'être dans l'échange. Et puis là, j'ai associé un de mes collaborateurs. Pas trop de parts. Alors, moi, je suis sortie de là. J'ai trouvé une société où il n'y a pas de part. Et c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus sain. Voilà, mais on s'en parlera. Je te ferai une petite consultation là-dessus. J'ai appris beaucoup de choses. Mais après, pour les entreprises, c'est... En fait, je pense qu'il faut changer la façon de voir les choses parce que... oui, il y a les discriminés, il y a les harcelés, il y a les seniors qui souffrent au travail. Mais tous les gens qui discriminent, qui harcèlent, souvent, on ne leur explique pas comment faire autrement. Parce que, et j'en parle beaucoup avec mon conjoint qui, lui, est dans un milieu avec beaucoup de patriarcat. Et lui, en plus, a 52 ans, donc clairement, il le vit énormément. Et en fait, les gens ne savent pas gérer autrement qu'en discriminant, en parlant mal aux gens. Il y a toute une réinvention à faire. Là, tu me parles, par exemple, de ralentir la croissance, de ne pas chercher des croissances trop rapides. C'est très nouveau, parce qu'on ne parle pas de décroissance, mais de croissance lente, de douceur, d'avancer doucettement. Et ça, c'est nouveau. Comment est-ce qu'on fait pour rééduquer tout le système, en fait ? Voilà, je pense qu'il y a énormément de travail et ça commence dès l'école. Et il y a plein de formations aussi à faire en entreprise. Mais pareil, il faut des budgets. Mais moi, je suis pour des formations avant l'entrée dans le monde du travail sur la lutte contre le sexisme, etc. Mais même moi, tous les jours, j'ai des hommes qui m'appellent. Alors, je pense qu'ils ne m'ont pas trop googlisé, mais qui me disent « Ouais, voilà... je suis mis à pied pour propos sexistes. Je comprends pas, j'ai juste fait une blague. J'ai cité un sketch des Inconnus. Oui, enfin bon... je veux pas le citer ici, mais voilà, c'était pas OK du tout. Et en fait, ils se rendent même pas compte. Et donc, il y a vraiment, je pense, une éducation à faire au sein de l'entreprise sur les comportements toxiques. Et aussi, il faut qu'on soit dans un monde un peu plus doux où on pense à ce que ces actions vont pouvoir provoquer chez l'autre. Cet individualisme, le chacun pour soi et cette concurrence en permanence, cette violence, il faut que ça cesse. Et je pense que comme on est dans un temps dur économiquement, tu as deux choix. Soit tu es soror solidaire et tu te dis qu'on va faire front et avancer tous ensemble, mais c'est vraiment pas la majorité des gens. C'est une lutte et il y a peu de solidarité en entreprise. Tu vois, moi j'ai plein de clients qui viennent me voir qui ont vécu des trucs affreux, par exemple un harcèlement sexuel, et ils me disent il y avait 3 témoins mais ils vont jamais témoigner. Ils ont trop peur de perdre leur boulot, etc. Encore une fois, toujours le même système. C'est ça. Et donc des gens en entreprise courageux, c'est super dur, mais c'est aussi parce qu'on est dans un moment économique compliqué. Et avec en plus un secteur, une politique sociale qui est en pleine décroissance, puisque tu as les indemnités France Travail qui sont en baisse constante, parce que maintenant tu as les indemnités devant le Conseil de prud'homme, donc en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui sont barémisées, c'est le barème Macron, en fonction de ton ancienneté. Alors, quand tu es victime de harcèlement ou de discrimination, tu arrives à sortir de ce barème. Mais quand même, ton préjudice, il est fonction de ton ancienneté, ce qui est complètement débile, parce que tu n'as pas du tout le même préjudice à 55 ans si tu as 5 ans d'ancienneté qu'à 30 quand tu en as 10, tu vois. Donc, et quand une entreprise se comporte mal, elle doit prendre la responsabilité sociale de ses agissements et réparer le préjudice réel. Et d'un autre côté, moi, en tant qu'employeur, si ça m'est arrivé de mal faire, parfois c'est pas intentionnel ou... Je m'explique.
moi, j'ai eu... Alors, c'était pas des seniors, mais j'ai eu donc à employer beaucoup de femmes. Et c'est vrai que, malgré moi, t'es obligé de penser à se dire... T'emploies une femme qui a 31 ans, elle a un copain, elle est installée, elle va tomber enceinte, c'est sûr. Bien sûr. Tu vois, et c'est normal, tant mieux pour elle. Moi, je suis pour les enfants, les femmes qui travaillent, tu vois, enfin, c'est génial, mais t'es obligé d'y penser. Et t'es obligé de penser, malheureusement, que bah, voilà, c'est elle qui va partir à 16h30, tu vois, pour aller chercher les enfants. Ou, voilà. Et le congé maternité, par exemple, parlons-en. En tant qu'employeur, si tu as une femme qui part en congé maternité, ça te coûte une blinde. Bien sûr. Parce que la sécurité sociale, elle ne prend en charge que 70 ou 75% du salaire. C'est toi, en tant qu'entreprise, qui dois payer les 25 autres pourcents. Alors, tu peux prendre une bonne prévoyance. Hein. Alors, nous, en tout cas, on a payé ça. Ouais. Et en plus, tu dois la remplacer. Ouais. Donc, tu dois payer le CDD au même tarif. C'est sûr. Donc, tu payes le CDD au même tarif, plus les 20% de salaire en plus de ton salarié. Mais après, ton CDD qui rentre qui a fini son travail, tu lui payes une prime de précarité. Ouais, non, bien sûr. Plus ses congés payés et tout. Donc, en fait, ça... Je veux dire, il faut le penser. C'est horrible en tant qu'entreprise. Et donc, on peut pas... Enfin, comment est-ce qu'on fait? Même si on a les comptables qui nous disent, attention, il faut prévoir, tu vas peut-être avoir 2 staffs qui vont être enceintes, alors tu mets de la trésor, mais tu n'as quand même pas non plus des mois et des mois de trésor. Enfin, je veux dire, parfois, tu es un peu à flux tendu. Bon, peut-être que certaines très grosses boîtes, voilà, qui ont des contrats par milliards, bah, tant mieux pour elles y arrivent et tout a été négocié comme ça pour favoriser les salariés. Moi, je suis pour. Mais quand toi, tu es employeur et que c'est toi qui es dans la trésor de ta boîte, ça te tue. Est-ce qu'on peut le dire, ça? Et on a le droit de le dire quand même. Non, mais on a le droit de le dire et on a le droit de dire que le système français n'est pas parfait là-dessus. Tu as peu d'aide pour les entreprises. T'as peu d'aide pour les entreprises et c'est ultra dur d'être une boîte. Donc après, ça favorise aussi presque des discriminations. Bien sûr, mais c'est tout un système qui a à repenser sur la prise en charge notamment de la maternité, mais du bien-être au travail. Et savoir aussi ce qu'on veut pour l'État. Alors là, on part un peu loin, hein, on est loin de mon bouquin. Mais c'est pas pour faire du solutionnisme, mais c'est plutôt dire, voilà, en fait, c'est quand même tout un système. C'est pas juste un gros con qui se permet. Bon, bien sûr qu'il y en a, mais il y a aussi finalement tout un système qui presque automatise les réactions. Bien sûr, et puis c'est encore valorisé d'être un sale con en entreprise, tu vois, d'être dur. Oui, you're fired. C'est mis. Puis tu vois là le masculinisme ambiant avec Trump et tout qui ruisselle sur les entreprises. Enfin, c'est hyper inquiétant quand même. Mais on a tout un système à repenser et tu vois, ce coût du congé maternité, si on permettait aux entreprises, je sais pas, d'avoir des aides quand elles se comportent bien, tu vois, un système bonus-malus, ou d'avoir... et tu vois, quand tu permets à tes salariés, par exemple, de faire du sport 1 heure par jour, par exemple. Ce qui était le cas chez nous. Voilà, et qui... bravo. Avec des douches et une salle de sport. Ah, génial, trop bien. Tu m'embauches Non, j'ai plus de staff. Maintenant, mon nouveau mantra, c'est no staff, no staff. Mais, tu vois, du coup, ils vont coûter moins cher en termes d'arrêt maladie, par exemple. Parce que moi, j'ai aussi des clients, ceux-là, ceux qui sont maltraités, peuvent être en arrêt maladie pendant 6 mois, 1 an, 1 an et demi, 2 ans. T'imagines ce que ça coûte à la société, à l'entreprise, à la sécu? Enfin, le coût est abyssal. Les maladies psychiques, en France, c'est un gouffre financier. Et pourquoi ne pas se dire, on va penser prévention de la santé au travail autrement? Super intéressant cette idée. T'en as d'autres comme ça? Ou est-ce qu'entre vous, entre avocats ou personnes qui touchaient à ce sujet sur le mal-être en entreprise, vous avez d'autres idées comme ça? On en a des tonnes. On a fait une tribune pour la présidentielle. J'ai un collectif qui s'appelle Femmes et Travail. Un collectif politique de propositions pour arriver à l'égalité femmes-hommes au travail. Et oui, tu as aussi évidemment l'instauration du congé parental pour l'homme. Tu as évidemment, j'ai mon amie Judith Aquin qui a beaucoup travaillé sur le congé fausse couche indemnisé quand tu perds ton bébé. Elle a écrit un bouquin génial là-dessus qui s'appelle 3 mois sous silence. Ouais, j'en ai entendu parler. Ouais, qui top.
et donc, elle en a fait tout un parental act en entreprise pour que les entreprises s'engagent sur le sujet de la parentalité. Et puis, c'est pas de réunion à 19h, quoi. Enfin, toi, moi, j'ai des clientes qui rentrent de congé mat. J'en ai une, là. Son premier jour, on lui avait filé un rendez-vous à 8h30 et un autre à 19h. Ça veut dire que ton premier jour... Non, mais voilà, ton premier jour, tu vois pas ton bébé, tu viens de le laisser pour la première fois, c'est horrible. Ouais, c'est horrible. Mais en fait, il voulait la pousser dehors. Bien sûr. Et on a négocié son départ. Et ils étaient très contents qu'elle s'en aille parce qu'ils lui expliquaient qu'une femme avec enfant, c'était pas possible. Mais pourquoi est-ce qu'on valorise pas vraiment ce bien-être en entreprise en disant c'est une entreprise dans laquelle il y aura un coût sécurité sociale bien moins élevé sur les maladies psychiques. Et c'est possible ça? Est-ce que c'est possible de mettre en place? C'est-à-dire que ça serait quoi, une boîte qui fonctionne bien, elle a moins de CSG à payer par exemple? Je sais, j'en sais rien, mais peut-être, ouais. Alors déjà, tu as un système un taux AT-MP tu cotises pour la sécurité sociale en fonction des maladies professionnelles et des accidents de travail. Pourquoi ce ne serait pas un taux qui serait fonction de tes arrêts tout court, tu vois, pas juste ce qui a été déclaré comme accident de travail ou maladie pro. Enfin, tu vois, ça peut être un truc qui se réfléchit là-dessus, sur ce taux-là. Alors moi, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas économiste. Moi, je suis une technicienne, j'ai les mains dans le cambouis et je fais du droit du travail. Mais je pense que ça vaudrait la peine de se mettre tous ensemble autour d'une table et de discuter de comment on pourrait faire pour que ce soit plus joyeux. Et alors, pour les personnes plus âgées, donc après 45 ans, c'est notre cas dans 2-3 ans. Ah, horrible. Au cas où tu saurais pas. Je sais, je viens d'avoir 42. Par exemple, moi, j'ai très peur. En fait, j'ai pas peur de vieillir, donc c'est-à-dire que je sais que je vais rester en forme et voilà, j'adore voir mes enfants grandir et tout. Mais c'est plus pour mon rapport au travail, en fait. Et c'est vrai que je l'ai vécu tellement par le biais de mes parents, les amis de mes parents, j'ai vu des personnes galérer après 50 ans pour maintenir leur job ou maintenir des conforts de vie aussi. Donc, comment est-ce qu'on fait pour améliorer cette relation au travail après 50 ans? Est-ce que c'est possible? Je sais pas si c'est possible. Je sais pas si c'est possible. Non, mais parce que je sais pas si c'est possible parce que je pense qu'il y a quelque chose de systémique. C'est ça. Je pense que c'est systémique et d'ailleurs, il faut arrêter de se remettre en question quand on se fait discriminer à 45-50 ans. Parce que déjà, si les victimes arrêtaient de culpabiliser, ce serait un grand pas en avant. Donc moi, je passe mon temps à leur dire que ça n'est pas de leur faute, c'est systémique. Voilà. Okay. Quand on dit à une de mes clientes qui est DIRCOM, de toute façon, toi, t'es ménopausée, tu peux plus rien vendre, voilà, c'est systémique. C'est un problème sociétal. Et c'est pas parce que elle fait mal son boulot. Donc ça, je pense que c'est une première base à poser. Donc ça rend pas le problème plus simple, hein, parce que quand c'est systémique, c'est plus compliqué de trouver une solution collective, mais il y a ça. Donc moi, je pense que vraiment l'important à cet âge-là, c'est de se protéger et c'est d'anticiper, de réfléchir maintien de rémunération, comment je fais, comment je peux m'en sortir si ça m'arrive, faire ces petits calculs France Travail et surtout vraiment bien se protéger et construire son dossier pour pouvoir partir avec quand même de l'argent. Donc ça, se protéger. Et après, ensuite, quand on est dans le cas, comment est-ce qu'on fait pour se vendre? Enfin, je veux dire, être senior, moi, je le vois plutôt comme un atout, notamment, par exemple, dans le métier de la forme. Tu as toute ton expérience. Finalement, tu as vu énormément de gens, de toutes les expériences possibles. Et donc, tu es fort de ça. Tu as plus de connaissances. Mais oui. Et finalement, tu vois, après, moi, mes enfants, ils vont être plus grands. Donc, j'aurai même plus de possibilités de temps, d'être présente, de faire de l'événementiel ou quoi. Donc, comment est-ce qu'on revoit complètement cette façon d'envisager la seniorité dans les entreprises? Je pense que tu as un gros boulot. Et tu le commences avec Long Live, mais c'est sensibiliser sur le fait que on peut être senior et au top de sa forme. Tu vois, regarde Jane Fonda. Moi, j'adorerais me faire coacher par Jane Fonda. Elle est incroyable. Et c'est ses rôles modèles aussi. Et puis, c'est changer l'image
des seniors dans la société. Et puis je pense que, alors, bon, ça c'est mon côté avocate, mais pour moi, il faut vraiment qu'il y ait des condamnations ultra dissuasives des entreprises qui sont coupables de discrimination senior. Tu vois, là... on n'en parle pas, ça. Mais, on bien parle sûr. là de harcèlement plutôt, balance ton corps. Mais... Ça, à la rigueur, ça devient un peu plus médiatisé. Mais par contre, des entreprises qui discriminent à l'âge, on n'en parle jamais. Mais non, on n'en parle jamais. Alors, aux États-Unis, oui, tu vois, il y a quand même des boîtes qui sont fait épingler sur les discriminations seniors. Et là, moi, je vais avoir un dossier un peu collectif contre une boîte qui arrête de filer des bonus à toutes les personnes de plus de 50 ans pour les faire partir, en leur expliquant que ce serait pas mal qu'ils aillent voir ailleurs si c'est pas mieux. Et puis on parle de mobilité externe. Ce serait bien une petite mobilité externe pour toi là maintenant. C'est-à-dire la mobilité externe. C'est de partir, de démissionner. Ça, c'est de la mobilité externe. Oui, c'est ça, c'est du langage RH un peu bullshit. Donc moi, j'ai mes clients qui me disent... Ah oui, genre, il est parti pour un autre job. On m'a proposé une mobilité externe. Je dis, oui, on vous propose de partir. Alors, oui. C'est vrai que ça sonne clean. Ça sonne clean, mais ça ne l'est pas. Ok. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait des condamnations fortes pour les entreprises qui sont coupables de ça. Et c'est un peu l'éducation à la carotte au bâton. Je pense que pour les entreprises, la carotte c'est bien, mais il faut aussi du bâton, tu vois. Donc il faut qu'il y ait vraiment... des menaces réelles. Ouais, parce que moi je suis toujours effarée et ça me rend super triste en tant qu'avocate que les boîtes aient plus peur d'un post Instagram ou d'un article de presse que d'une condamnation en justice. Tu vois, ça c'est affreux. Donc il faut que les condamnations en justice soient vraiment, vraiment ultra dissuasives et prennent en compte aussi le chiffre d'affaires, les moyens de l'entreprise condamnée. Parce que tu as encore moins d'excuses quand tu es une grosse boîte avec beaucoup d'argent. Et comment est-ce qu'on communique positivement alors, je dépasse un peu ton cadre de sujet, mais comment est-ce qu'à ton avis, on peut communiquer positivement sur les seniors, les personnes qui ont plus de 50 ans dans le travail, tu vois, sans faire un peu donner la béquille, quoi. Mais comment est-ce qu'on fait pour montrer que ça vaut quelque chose, quoi? Parce que finalement, là, on est tous dans le truc, oui, il faut condamner, machin, mais à un moment donné, en fait, on voit très bien, les gens qui ont plus de 50 ans, ils bossent encore super. Mais bien sûr. Il y a plein d'idées, plein de volontés, et finalement, ils sont pas du tout plus fatigués. Bah non. Donc, comment est-ce qu'on arrive à communiquer comme ça, de façon positive? Parce que finalement, tous les politiques, ils ont plus que 50 ans. Ah oui. Certains moins, mais beaucoup plus. Et puis ils reviennent hyper tard, à plus de 70 aussi. Ouais. Donc je sais pas comment on pourrait faire, mais je pense qu'il y a un énorme travail de sensibilisation là-dessus. Et puis moi, ça m'avait fait un choc une fois. J'étais invitée sur un plateau télé avec un DRH d'un gros groupe de conseil, et il venait présenter sa politique de lutte contre la discrimination des seniors. Et il expliquait qu'il avait un super objectif, c'était 20% de salariés de plus de 40 ans. Ça paraît peu. Oui. C'est pas beaucoup, non? Ça, il trouvait que c'était bien. Ouais, c'était vachement bien. Il était invité pour en parler. Ouais. Ça m'a foutu un sacré coup, en tant que quarantenaire déjà, et de dire, ah ouais, on en est là, quoi. Il y a cet auteur, Chip Conley, qui est américain, je ne sais pas si tu connais, qui a beaucoup écrit sur le travail après 50 ans, notamment. Et lui, donc, suggère de soi-même, c'est très à l'américaine, chacun est responsable de soi. Et donc, pour les cinquantenaires, de devenir un menterne. Donc, c'est le mot composé de mentor et d'interne, de stagiaire, quoi. Parce qu'en fait, tu mentors les plus jeunes et en même temps, tu apprends comme un stagiaire, tu vois, sur certaines technologies ou méthodes de travail sur lesquelles tu n'es pas forcément habitué. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui te parle? Est-ce que finalement, les personnes de plus de 50 ans doivent quand même faire un peu un travail sur elles ou c'est toujours de la faute de l'entrepreneur ou d'employeur? Alors, je pense que c'est de la faute de la société qui a une vision erronée et très dure des seniors. Donc ça, pour moi, c'est la cause principale. Après, bien sûr que
tu as toujours un pouvoir aussi sur ce qui peut t'arriver et que tu dois travailler ta capacité de résilience, de rebond, d'adaptation à n'importe quel âge. Mais même, moi, je pousse mes enfants à travailler ça dès leur très, très jeune. Ils ont 5 et 10 ans, ouais, celui de 10. Mais tu vois, de dire, voilà, cette situation-là te plaît pas, qu'est-ce que tu fais, comment tu rebondis, comment tu réagis. Enfin, essayer de s'adapter aux choses et d'être flexible. L'avenir du travail, on a beaucoup qui disent que ça va être l'entrepreneuriat, c'est-à-dire l'auto-entrepreneur flexible. T'y crois, toi, ça ? Moi, je trouve que c'est hyper pas protecteur, en fait. Tu vois, parce que... c'est l'individualisation c'est à ça. son max. Et moi, je peux pas être pour, parce que le contrat de travail, c'est censé être une sécurité. Tu donnes l'exclusivité. Et je trouve qu'on est en train de détruire un petit notre droit du travail. Et ton exclusivité ne vaut plus très cher. Et tu n'as plus trop la protection. Ouais. Mais alors moi, je me vois du côté donc, de l'employeur qui, aujourd'hui, donc là, encore une fois, mea culpa, hein, c'est bien que ça, je fais tout. Mais... Donc moi, je n'ai que des auto-entrepreneurs qui travaillent avec moi. Mais ils ont le sourire. Hein. Ils ont le sourire, voilà, ça se passe bien. Mais malgré tout, voilà, je rentre dans ce système. Comment est-ce qu'on fait aussi peut-être pour que les employeurs aient envie de réembaucher et de se remettre dedans ? Parce qu'il y a aussi cette peur du coût, cette peur de la relation très difficile finalement, malheureusement. Tu vois, moi par exemple, vraiment quand j'ai dû me séparer de mes employés, ça a été vraiment hyper difficile. Je l'ai très mal vécu. Enfin, tu vois, peut-être que je devrais faire une psychothérapie. Ah oui, vis-à-vis de ça, je peux te recommander quelqu'un. Ah bah tu me diras. Parce que tu vois, ça reste quand même quelque chose très en travers de mon parcours. Parce que c'est une relation... Moi, j'ai eu du mal à avoir cette relation horizontale. J'étais quand même un peu dans le vertical. J'avais l'impression de devoir quelque chose à ces gens. Donc... comment est-ce qu'on rétablit aussi une meilleure relation employeur-employé ? Là, je pense que ça se travaille et ça s'apprend. Donc, je pense que les entrepreneurs, les chefs d'entreprise doivent être formés à ça. Mais c'est quoi les formations à faire ? Parce que moi, j'en ai fait plein des formations, mais je n'ai pas été formée à ça. C'est vrai. Ça s'appelle comment ? C'est quoi les formations à chercher vraiment ? Franchement, moi j'ai pris une coach et après, je sais qu'il y a des tas de formations qui existent en entreprise sur le management, sur la prévention des risques psychosociaux, sur comment créer le coaching d'équipe aussi, tu vois, pour débloquer des situations. Enfin, je sais qu'il y a pas mal de techniques qui marchent très bien. Mais après, là, je te donnerai plein de noms à interviewer de gens sur ce sujet parce que je pense que ça vaut vraiment la peine d'être vu avec quelqu'un de spécialiste là-dedans. Oui, donc finalement, c'est plus une éducation d'entrepreneurs. En fait, les employés doivent s'éduquer presque à se défendre ou à être mieux accompagnés pour mieux défendre leurs propres intérêts. Et les employeurs mieux éduqués à la relation avec l'employé. En fait, c'est toute une nouvelle éducation à faire de tout un chacun. Et l'employeur doit être responsabilisé. Et il faut que l'État aussi joue son rôle avec un droit du travail vraiment protecteur pour les salariés. Voilà. Et des aides aux entreprises aussi pour respecter le droit du travail. Je pense que c'est important. Est-ce que c'est pas que des vieux pieux ? Oui, mais c'est ça. Comment est-ce qu'on fait pour avancer ? Qu'est-ce qui avance ? Franchement, donne-moi des bonnes nouvelles. Franchement, qu'est-ce qui avance ? On a l'Europe qui nous permet d'avancer. Et ça, c'est cool parce que en droit du travail, on a eu beaucoup de mauvaises nouvelles depuis 2017. Et là, en Europe, on a eu une directive transparence des rémunérations qui nous permet déjà, grâce à une jurisprudence récente de la Cour de cassation, de demander les bulletins de salaire des homologues masculins en cas de discrimination. Et ça, c'est ultra... Par les avocats. En cas de contentieux, tu peux aller demander s'il y a une suspicion de discrimination. Et ça, c'est ultra puissant. Okay. Et ça va révolutionner le droit de la discrimination. Donc, c'est génial. Et cette directive, elle va être applicable en 2026. Donc, c'est top. Après, voilà, on n'est pas dans une période hyper fun. Hein. Ah bon ? Non. Tu vois, entre Trump et le contexte économique pourri, j'ai beaucoup de mal à t'apporter de bonnes nouvelles. Donne-nous des idées.
vers qui est-ce qu'on doit voter? Est-ce qu'il y a des partis, Oula. des courants politiques? Non, mais est-ce qu'il y a des courants politiques ou certaines personnes que toi tu suis ou que tu trouves intéressantes, des idées politiques vers lesquelles il faudrait tendre ou s'intéresser? Parce que finalement, c'est ça qui fait quand même changer les choses, même si on dit que ça sert à rien de voter. Moi, je ne crois pas. Je pense que, au contraire, quand on vote pour les sénatoriales, les députés, les présidents, mais aussi même dans les communes, finalement, est-ce qu'il y a des idéologies ou plutôt des idées politiques vers lesquelles il faudrait plutôt se tourner? Je pense que vraiment, il faudrait que les partis politiques... Vraiment, alors, le gouvernement et Emmanuel Macron l'a fait. Il y a eu beaucoup de réformes en droit du travail. Mais pour moi, qui n'allaient pas dans le bon sens. Quand on a fait notre tribune pour la présidentielle, certaines de nos idées ont été reprises par Europe Écologie Les Verts. On n'a pas été auditionné par beaucoup de partis. La majorité, c'était quand même une cause qui était absente du débat. Et d'ailleurs, tu n'en entends quasi jamais parler en politique, alors que ça concerne quasi tout le monde. Tout à fait. Et c'est totalement absent. Tout le monde s'en fiche. Et même quand il y a eu les réformes Macron, tu vois, moi, en fait, on parle toujours de la retraite. Ouais, c'est ça. Mais finalement, la retraite, travailler plus, alors qu'à partir de 40 ans, t'es 45 senior, ans, t'es senior et indésirable. Fois sur deux, indésirable. Bien sûr. Donc, je veux dire, c'est le sujet le plus prégnant, finalement, de l'emploi après 50 ans. Beaucoup plus que l'âge de la retraite, finalement. Puis le travail, c'est notre économie aussi. Tu vois, moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre que ce soit absent des débats d'un point de vue micro et macro. Et même les syndicats n'en parlent pas de ça. Assez peu. Assez peu. Et donc, il y a vraiment une voie d'opposition sur le droit du travail à prendre. Mais comme c'est technique, ça emmerde tout le monde. Donc non, mais c'est vrai. Tu vois, les réformes Macron, la majorité de mes clients, quand ils arrivent dans mon bureau, ils ne savent pas du tout ce que c'est, ils n'en ont pas entendu parler. Il y a eu des manifs, moi je les ai faites, mais c'est assez maltraité par la presse, parce qu'on ne voit pas les implications pratiques. Alors qu'en réalité, il y a un gros travail de vulgarisation dans ce domaine à faire. C'est ce que j'ai beaucoup essayé de faire sur les réseaux, avec les comptes balance, etc. Mais c'est pas fini, quoi. Donc, parti politique, appelez-nous, quoi. Nous, les avocats travaillistes, on se fera un plaisir de vous répondre et de vous donner des idées. Il y a aussi vraiment un travail à faire sur le budget de la justice. Nous, tu vois, quand c'est Nanterre qui est compétent pour ton dossier, tu mets 43 mois à avoir une date d'audience. 43 mois, quoi. Alors, c'est du délire, quoi. C'est 4 ans pour la première instance. Et ensuite, tu as 2 ans d'appel. Donc, ça veut dire que tu mets 6 ans. Si tu es victime de harcèlement sexuel, que tu es encore en poste, super, quoi. Ouais, tu peux pas rester 6 ans dans la même boîte. C'est ingérable. Donc, ça nous pousse aussi à beaucoup plus d'issues amiables, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, si c'est fait dans de bonnes conditions. Et il y a plein de salariés aussi qui se passent d'avocats, qu'on menace, à qui on dit si tu prends un avocat, ça va mal se passer, machin, et qui du coup partent avec que dalle. Donc ça, et qui oublient aussi que tu as des différés spécifiques d'indemnisation France Travail. Enfin, il y a plein de trucs un peu techniques à savoir, de base, qui devraient être appris dès que tu commences à taffer, quoi. Et donc justement, ça, par exemple, dès que tu commences à taffer, s'il y avait peut-être un message à retenir, que tu sois jeune salarié ou plus de 40 ans, vraiment un truc à faire, c'est tout de suite prendre contact avec un avocat, même si ça se passe bien. Oh non, quand ça se passe bien quand même. Okay. Quand même pas. Mais moi, je vais te dire, les trucs à faire, dès que tu sens que ça commence à pas bien se passer, et même quand ça se passe un peu bien, c'est garder quelques traces de la qualité de ton travail. Donc faire des copies d'écran. Parce que si tu fais des transferts, ça peut se voir. Donc, faire des copies d'écran avec ton téléphone. Super, merci d'avoir bien géré ça. Voilà, ou ton évaluation annuelle, parce qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent dehors, virés, mis à pied, et qui n'ont plus aucune trace de la qualité de leur travail. Okay. Donc, vraiment, essayer de garder des preuves. Susciter les cris aussi. Quand il y a un truc qui ne va pas, tu vas voir la RH, mais tu as un mail qui est prêt derrière. Tu vois, pour montrer que tu as dit ça, ça et ça. Pour pas que ça fasse trop étrange. Et puis enregistrer. L'enregistrement est recevable devant les juridictions civiles maintenant. Et enregistrer... Alors, tu as des stylos, vachement bien. Ah, mais genre caché, genre caméra cachée. Ouais. Micro caché. Exactement. Enregistrer la conversation. Ouais. Et particulièrement quand tu es en congé maternité, que la RH t'appelle pour te dire que ça serait bien que tu prennes un peu de temps avec ton bébé. Tu vois, ça, c'est bien de l'enregistrer.
Que tu prennes un peu de temps avec ton C'est-à-dire bébé. que tu négocies une rupture conventionnelle avec 0 €, tu vois. Parce que l'entreprise n'a pas très envie de te réintégrer. Ah oui, ça serait bien que tu restes avec ton bébé, reste avec ton bébé. C'est bien. Ouais. On te fait une rupture co, tu voilà. pars avec les congés, voilà. C'est ça. C'est tranquille. Ça. Bien. Tu vas prendre du temps avec ton bébé, ça va être sympa. Faut avoir le réflexe là d'enregistrer. Ouais. Ah ouais. C'est pour ça que j'ai écrit mon premier bouquin où je donne vraiment tous mes trucs et astuces d'avocate pour calculer avec combien tu peux partir, pour constituer ton dossier, créer des alertes, susciter les cris, enregistrer, parce que ça c'est ultra important, c'est la base. Et l'autre conseil vraiment, c'est ne pas rester seul. Donc tes potes, ton conjoint, etc., il faut en parler, parce qu'il n'y a rien de pire que de vivre une situation affreuse et d'en parler à personne, d'aller voir un médecin aussi, et aussi d'arrêter de culpabiliser, d'être en arrêt de travail, de devoir être en arrêt de travail. Quand tu es atteint d'un burn-out ou d'un syndrome dépressif réactionnel lié à ton boulot, en fait, tu es malade. Ça prend du temps, il faut te réparer. Donc oui, il faut être en arrêt maladie. Et si le médecin te le prescrit, c'est pas pour rien. Donc il faut envoyer ton arrêt maladie. Et il faut bien étudier ton contrat de prévoyance pour savoir pendant combien de temps et combien tu vas toucher en arrêt maladie pour pouvoir bien te soigner. Et pas avoir ce stress-là. Ok, donc tout de suite quand même être un peu dans les être un peu procédurier d'emblée, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est de la protection et du coup du bien-être au travail. Exactement. Et on se sent plus rassuré, plus serein. Et c'est toujours bien d'avoir quelques éléments et de pas être à l'arrache si ton boss te dit en fait ça va pas, faut que tu partes. Tiens, voilà, remise en main propre contre décharge, tu signes et t'es mis à pied. Et là, t'as 0 preuve et pour nous, c'est la catastrophe. Ça m'a pas donné envie de réembaucher. Oh merde. Mais non, tu vois vraiment. Mais là, non. je suis un peu, je sais pas trop. Et ben là, ça m'a pas donné envie. Non, mais tu peux y arriver. Tu peux faire ça super bien. Ok. C'est sûr. On se revoit dans un prochain épisode pour en reparler. Ouais. Merci beaucoup Élise. Merci à toi. Vraiment très intéressante conversation. Je rappelle ton dernier livre, ça commence par la boule au ventre. Et ton premier livre, redis-moi le... C'est le manuel contre le harcèlement au travail chez Hachette. Voilà, avec plein de tips. Ouais, qui est vraiment sortir, un truc, le guide de survie du salarié, quoi. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à toi. Bye. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Faites-nous part de votre expérience en la matière. Comment est-ce que vous arrivez à avancer en âge dans votre entreprise? Est-ce que ça se passe bien ou pas? J'espère que cet épisode vous aura été utile. Envoyez-nous vos commentaires, vos suggestions. Notez aussi le podcast sur votre appli d'écoute préférée. Et je vous dis à très vite sur Long Live.